Eh bien, écoutez, bonjour monsieur. Bonjour. Eh bien, écoutez, je suis content de vous retrouver après notre double entretien sur les maréchaux de Napoléon. Donc là, ça va être une question, ça va être un entretien sur Napoléon, hein, tout simplement. Bon, j'ai une première question qui est très simple. J'aimerais savoir comment vous présenteriez Napoléon à une personne qui ignorerait tout de lui. Ouh. Je le situerai déjà dans le temps, donc comme quelqu'un qui arrive à la fin d'un épisode très important de l'histoire de France, qui est la Révolution française, évidemment, comme un militaire qui a construit sa carrière pendant cette période et qui est celui finalement qui a à la fois mis fin à cette période en stabilisant la France et en essayant de chercher une synthèse entre cette période de très grands bouleversements et puis des éléments de la société précédente, celle de l'Ancien Régime, euh, ouvrant ainsi la voie à l'époque moderne, enfin, contemporaine de la France, donc où on retrouve, j'allais dire, des éléments d'Ancien Régime, un État centralisé, un État relativement unifié par rapport à d'autres États européens, un État puissant, évidemment, mais aussi un État qui est en avance sur bien d'autres États à ce moment-là, grâce à l'héritage des Lumières, mais surtout mis en œuvre par la Révolution. Et puis je finirai en disant que ce travail de synthèse, il a en permanence reposé sur les capacités militaires de Napoléon, qui a assis en fait les réformes qu'il a bien voulu installer par les victoires qui ont été les siennes durant la plus grande partie de la période. Alors, beaucoup considèrent Napoléon comme un génie politique, un génie civil, un génie militaire. Est-ce que c'est vrai? Alors, de mon point de vue, la question du génie est un faux problème, je dirais. Pour ma part, je suis assez sceptique sur une définition du génie, voire même une définition de ce qu'est l'intelligence des gens. Je pense qu'il y a plusieurs formes de génie, plusieurs formes d'intelligence. Et en ce qui concerne Napoléon, il a un vrai talent incontestable, très supérieur aux autres. Alors, on peut y mettre le mot de génie. C'est finalement de réussir à mettre en œuvre toute une série de choses qui étaient sous-jacentes, qui étaient initiées précédemment, et de leur donner une très grande cohérence, d'en faire un système qui fait qu'effectivement, il va transformer l'Europe de son temps, mais il n'a pas eu d'éclair de génie au sens où il n'a pas une idée qui lui serait complètement propre et qui l'aurait amené au reste du monde. C'est vraiment quelqu'un qui rassemble des éléments qui sont présents dans la société de son temps, et simplement qui leur donne une très grande cohérence et puis qui politiquement les met en œuvre à une période où voilà, la politique était quand même très instable. D'accord. Mais alors, comment vous expliquez sa capacité à la fois s'entourer des meilleurs et à la fois rendre meilleurs les gens qui l'entourent? Alors, s'entourer des meilleurs, pour le coup, c'est une vraie qualité. Et de ce point de vue, aussi, on peut, pour mettre en œuvre une politique, il vaut mieux effectivement avoir les meilleurs autour de soi. Et en même temps, bah, il a pu à certains moments faire des choix qui l'a mené, comme n'importe quelle politique, j'allais dire, à écarter les meilleurs pour prendre des gens plus fidèles. Et je pense typiquement à ces rapports compliqués à partir de 1808 et surtout 1810 avec Fouché. Bon, Savary n'a quand même pas tout à fait l'étoffe d'un Fouché. Donc on voit bien que malgré tout, il est comme tout homme politique. Il y a un moment où les meilleurs peuvent être écartés s'ils ne sont plus dans la ligne de la politique qui est mise en œuvre. Et rendre meilleurs ceux qui sont autour de lui, je suis moins convaincu finalement. Euh, Est-ce que Napoléon a tiré le meilleur de ses maréchaux pour revenir aux maréchaux? Pas toujours. Pour certains, c'est-à-dire ceux qui n'avaient que des qualités purement tactiques, sans doute. Pour d'autres, et je pense à un Suchet par exemple, il a sans doute été sous-utilisé.
Donc, je pense que voilà, on pourrait nuancer à, à l'infini en regardant un peu l'entourage de Napoléon. Dans la pratique du pouvoir de Napoléon, il a souvent été dépeint comme l'ogre, le tyran, le dictateur. Et puis d'un autre côté, certains lui ont reproché d'être trop gentil avec ceux qui volaient dans la caisse, ceux qui étaient incompétents, voire même ceux qui jouaient double ou triple jeu, pour ne pas les nommer, Fouché et Talleyrand. Certains reprochent même à Napoléon de ne pas les avoir fait fusiller. Comment expliquez-vous cette dichotomie apparente? Ben, je crois pas qu'il y ait de dichotomie. Je crois justement que c'est là où Napoléon est un politique et un grand politique. C'est qu'il est toujours guidé par une forme de pragmatisme et contrairement à l'image de l'ogre, finalement, alors, la façon dont je vais le dire, je parle vraiment d'échiquier politique, mais c'est quelqu'un qui est modéré sur le fond, c'est-à-dire qui essaye de se placer au centre du jeu et d'utiliser finalement les gens qui sont autour de lui pour arriver, encore une fois, aux objectifs qui sont les siens. Donc, chez moi, enfin, de mon point de vue, pardon, il y a deux qualités incontestables chez Napoléon. C'est quelqu'un voilà, qui est dans une modération politique par rapport aux tourments ou aux remous du temps. C'est quelqu'un qui est extrêmement pragmatique, mais qui allie tout ça à de la force politique et parfois une force plus coercitive, militaire, policière, etc. Oui, mais on a reproché quand même à Louis XVI sa faiblesse qui a conduit à la Révolution. Et les frères et les sœurs de Napoléon disaient, bah, de toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut avec Napoléon, jamais il sévira. Et c'est vrai que dans son exercice du pouvoir, certains historiens napoléoniens au sens d'aimer Napoléon, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas beaucoup d'historiens ont remarqué que Napoléon aurait peut-être dû sévir contre un Bernadotte, contre un Fouché, contre un Talleyrand. Et pourtant, il ne le fait pas. Donc, est-ce que c'est une preuve de modération ou au contraire, c'est plutôt une preuve d'indulgence humaine qui a été, sur le long terme, plutôt mauvaise sur le plan politique? Oui, alors, je ne sais pas si c'est une forme d'indulgence, sans doute. Enfin, je pense qu'il faut bien voir aussi que le parcours qui est celui de Napoléon, qui est quand même issu de la toute petite noblesse corse, qui accède au sommet du pouvoir en France, mais aussi à l'échelle européenne, et qui, au-delà de son ambition personnelle, de sa capacité à transformer les choses, a sans doute également, comme tout homme d'État, je dirais, souffert ou s'est interrogé sur la question de son entourage, de qui lui est réellement fidèle, de qui peut réellement l'accompagner en permanence. Et peut-être que c'est une pure hypothèse intellectuelle, hein, mais peut-être qu'il faut voir les choix de Napoléon comme une façon finalement de ne jamais acter de rupture définitive avec des gens qui peuvent lui être utiles. Parce que, soit pour son cercle familial, et là on comprend bien la logique de la fidélité évidemment, soit pour des raisons plus politiques, euh, encore une fois, les remous du temps ont pu l'amener à penser qu'il était finalement de meilleure politique de ne pas aller vers une rupture définitive pour ne pas finalement gager l'avenir, enfin, nuire à un avenir où il pourrait à nouveau avoir besoin des gens en question. Et typiquement, je pense que son rapport à Talleyrand relève vraiment de cette logique-là. Oui. Puis c'était en plus deux hommes, Fouché et Talleyrand, qui dans leur domaine respectif étaient probablement les meilleurs, l'un comme ministre de la police intérieure, on va dire, et l'autre comme ministre des relations extérieures. Alors vous avez parlé de son entourage, j'aimerais qu'on parle très rapidement de sa famille et de ses frères et sœurs. Est-ce que fondamentalement, une des épines dans le pied de Napoléon, ce qui explique aussi peut-être en partie sa chute finale, c'est que en définitive, il n'a pas pu compter sur ses frères dans le cadre de la mise en place d'un système napoléonien. C'est-à-dire que Lucien, très rapidement, s'exile. Joseph ne rend pas forcément tous les services
même s'il reste fidèle. Louis prend très rapidement ses distances. Jérôme fait le travail, mais il n'a pas l'envergure intellectuelle d'un Napoléon, même d'un Lucien. Et quant aux sœurs, à part Elisa, voilà, donc ma question, vous l'avez comprise, finalement, est-ce que Napoléon n'a pas été aussi desservi par sa fratrie? Oui, alors de ce point de vue, je pense que c'est assez évident. De fait, c'est le plus talentueux de la fratrie. Celui qui a également un vrai sens politique, c'est incontestablement Lucien, avec lequel finalement il y a des accords rapidement, voilà, pour des questions vraiment idéologiques. Et Napoléon est ensuite effectivement prisonnier, j'allais dire, de son ascension, parce que encore une fois, je pense que voilà, pour lui, il y a une solidarité familiale, et puis c'est les logiques d'Ancien Régime, que quand quelqu'un a une ascension personnelle, la famille en bénéficie. C'était des logiques très très présentes dans les sociétés de son temps. Et de fait, en accédant à une domination européenne et en plaçant ses frères à des postes, qui sont des postes extrêmement compliqués, ce sont des postes de chef d'État, il n'a plus que avoir en retour effectivement les conséquences d'une forme de médiocrité, je serais peut-être un peu dur, mais même un Joseph, et voilà, pose quand même beaucoup de problèmes, peut-être pas pour des questions d'intelligence, mais vraiment pour des questions de caractère. Jamais il n'arrive à s'imposer finalement en Espagne, ni auprès des Espagnols, ni, ce qui est sans doute plus gênant, auprès des Français qui l'entourent. Après, l'Espagne était une poudrière, donc c'était quand même une situation. C'était pas un cadeau de prendre la tête du royaume d'Espagne. Non, c'est sans doute pas un cadeau, mais je ne suis pas certain. Alors là aussi, on est dans des pures hypothèses. Qu'un Murat, avec l'empathie qui pouvait être la sienne pour les populations auprès desquelles il s'installait, n'aurait peut-être pas, au bout du compte, été un meilleur choix, même si sur le plan politique, évidemment, l'habileté de Murat est sans doute encore plus faible que celle de Joseph. Mais voilà, les caractéristiques du personnage font, à mon sens, le choix de Joseph n'était pas forcément le plus pertinent pour l'Espagne. Oui, il aurait fallu peut-être un guerrier comme Murat, peut-être. Un guerrier, puis quelqu'un voilà, qui puisse s'imprégner finalement de la société locale, parce que Murat l'a fait, alors Joseph avait initié cette politique, mais Murat l'a fait avec une beaucoup plus grande ampleur ensuite, pour finalement euh, s'imprégner, oui, vraiment des besoins des populations locales, et montrer son très grand attachement, sa volonté d'ancrage local. Alors peut-être que c'était plus facile à l'échelle d'un royaume comme Naples que celui de l'Espagne de 1800, en 1808, enfin, il y en a encore fait, mais disons à partir de 1810, ça devient quand même très compliqué. Mais je crois vraiment qu'il y a, là, il y a une vraie erreur de casting. Au sujet des erreurs de Napoléon, il y a un espèce de consensus qui se dégage pour dire que les principales erreurs du règne, c'est à la fois le blocus continental, la guerre d'Espagne et la campagne de Russie. Je voudrais avoir votre avis en tant que spécialiste des questions militaires, également comme historien. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la principale erreur du règne se trouve dans une des trois que je viens de dire, ou la principale erreur du règne serait à trouver dans un autre choix politique? Difficile. Alors sur la question du système continental ou du blocus, euh, c'est une erreur dans le sens où c'est une course en avant. Et cette course en avant, incontestablement, effectivement, va mener Napoléon à sa perte. Après, la vraie difficulté avec cette politique du blocus, c'est d'évaluer finalement le degré d'acharnement qu'aurait la Grande-Bretagne par rapport à la France. Euh, le blocus continental est une grande erreur si on l'associe à d'autres choix, et notamment au choix finalement de construire à l'échelle de l'Europe
une vraie, comment on appelle ça, une vraie priorité pour l'industrie française. Si le blocus continental avait été associé finalement à une politique dans laquelle différentes régions, alors il y a des régions qui ont bénéficié du système continental depuis l'année par exemple, mais il y avait une vraie politique d'associer d'autres régions et de ne pas privilégier systématiquement l'industrie manufacturière française, peut-être que le blocus n'aurait pas été une erreur comme elle s'avère l'être ensuite, parce qu'elle est associée à cette question industrielle. Pour la guerre d'Espagne, une erreur sans doute, mais si ça n'avait pas été l'Espagne, ça aurait été ailleurs, à mon sens. Le vrai problème de l'Espagne, c'est la contradiction finalement de Napoléon et de la France du temps finalement, d'être porteuse des idées de nation et de liberté, et en même temps de s'installer dans des territoires étrangers. Et bon, il se trouve que ça a été l'Espagne où le problème a pris la plus grande ampleur. On avait été dans une domination plus longue, rien ne dit que le problème ne serait pas posé de façon aussi dure dans d'autres espaces européens. Donc, à mon avis, l'Espagne n'est pas forcément l'erreur majeure, parce que c'était, j'allais dire, quelque chose de plus ou moins inéluctable. Et puis, la campagne de Russie, oui et non. C'est déjà trop tard, je dirais. À partir du moment où Napoléon n'arrive pas à trouver de paix européenne, il est finalement en permanence obligé d'aller vers des campagnes toujours plus longues, toujours plus lointaines. Et celle de Russie, on est évidemment le paroxysme. Et là encore, c'est un épisode qui s'inscrit dans un mécanisme beaucoup plus large. Ce n'est pas la campagne de Russie en tant que telle qui est une erreur majeure finalement. Alors, j'ai bien compris que vous étiez plutôt réservé sur la notion de génie, mais beaucoup disent que Napoléon était un génie militaire, en tout cas il avait des talents supérieurs, mais lorsque Napoléon arrive à remporter autant de batailles face à des généraux différents, il y a des armées aussi différentes, dans des contextes différents, les deux campagnes d'Italie, l'Égypte, au cœur de l'Europe, jusqu'en Pologne, même en Russie, est-ce que c'était Napoléon qui était vraiment très fort ou les autres qui étaient mauvais? Comment expliquer autant de décalage ou en définitive, est-ce que Napoléon n'était pas un génie en fait militaire, même si vous n'aimez pas ce mot-là? Oui, j'aime pas le mot. Et alors, dans les écoles d'officiers, je fais systématiquement un cours sur cette question. Et ma réponse est la suivante. Enfin, la ligne directrice, je vais dire, quand je fais ce cours est la suivante. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, finalement. La grande force de Napoléon, sur laquelle on peut accoler le terme de génie, c'est d'arriver finalement à faire la synthèse et à mettre en cohérence toute une série d'éléments de la pensée stratégique qui ont émergé finalement dans le dernier tiers du XVIIIe. C'est les grands débats, j'allais dire, autour de Guibert ou d'autres. C'est la transformation qui est initiée par la Révolution française, par exemple la question du système divisionnaire, puis bon, ensuite il y a évidemment la structuration avec les corps d'armée, et puis il y a évidemment la capacité propre du chef. Mais si Napoléon remporte autant de victoires, il y a évidemment une dimension personnelle, capacité de commandement, mais il y a toute une série de paramètres qui ne lui sont pas propres. C'est d'arriver à un moment où, et quand on regarde les grandes campagnes victorieuses, donc celles en gros du Directoire et de la première moitié de l'Empire, Napoléon le doit évidemment à la façon dont il utilise ces hommes. Et là où c'est un grand chef militaire, évidemment un très grand chef militaire, mais il y a aussi quand même la qualité de l'outil militaire en question. Les hommes sont des hommes qui sont déjà très aguerris par les campagnes de la Révolution. Et puis, il y a ce système de l'amalgame qui est propre à la France, où on va à chaque fois avoir des soldats aguerris qui sont associés
à des nouveaux conscrits avec une dimension, j'allais dire, un peu plus fougueuse, peut-être un peu plus naïve sur le champ de bataille. Et ces éléments-là participent très largement du système napoléonien. On le voit très bien quand après, à partir de Wagram, pour faire simple, on est dans des batailles beaucoup plus statiques, où l'artillerie joue un rôle de plus en plus majeur. On voit que le génie napoléonien, il n'arrive plus finalement à entraîner la victoire. Et donc on voit bien que le paramètre du chef n'est pas le seul élément explicatif de l'ensemble des victoires précédentes. Parce qu'en fait, malheureusement, en tout cas, c'est comme ça, c'est qu'après les grandes victoires, les grandes campagnes, 1805, 1806, 1807, Napoléon privilégie la puissance de feu plus que la manœuvre. Mais pour en venir à alors, vous commenterez bien évidemment, mais pour en venir à la première partie de la question, quand on voit les campagnes, là je suis en train de lire différents ouvrages sur la stratégie militaire, mais Napoléon, il a une façon d'amener ses troupes sur le théâtre d'opération en étant discret, en jouant d'intoxication, en ayant recours à des espions, en faisant parader quelques cavaliers à l'est pour que les gens s'imaginent qu'ils vont attaquer à l'est, alors qu'en fait c'est juste deux rideaux de cavalerie. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a un différentiel qui est quand même énorme entre les chefs d'armée qui sont opposés à Napoléon et Napoléon lui-même. Je trouve qu'il y a un différentiel qui est qui est vraiment impressionnant et qui explique aussi entre guillemets, les raclées que leur a mises Napoléon pendant quasiment 20 ans. Oui, alors je vous rejoins en partie sur les éléments factuels que vous avez donnés, mais encore une fois, je ne crois pas que ça soit du génie, c'est-à-dire que tous ces résultats ne sont pas sortis de l'esprit de Napoléon. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu en amont, qui connaît parfaitement l'histoire militaire des siècles précédents, qui a beaucoup lu les débats du XVIIIe et qui a intégré tout ça et qui les met en œuvre de façon très, très systématique. Et c'est le seul sans doute à le faire, ce qui explique effectivement le différentiel avec les autres capitaines de son temps. Mais c'est là où je bloque toujours sur la question du génie. C'est d'abord un bourreau de travail. C'est d'abord quelqu'un qui a absorbé toute la pensée existante et qui l'a mise en cohérence. Alors peut-être qu'on peut appeler ça du génie, mais pour moi, Napoléon, c'est d'abord ça. Vous n'appréciez pas trop le terme de génie. Moi, j'apprécie pas trop le terme de chance, pour différentes raisons, à la fois philosophiques et théologiques. Mais on dit souvent que Napoléon avait de la chance. Napoléon lui-même parlait de sa bonne étoile à Lodi. Il était persuadé parfois d'être accompagné du dieu de la guerre et de la fortune ou de la fortuna. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais je l'emploie par commodité. Est-ce que vous pensez que Napoléon a eu de la chance tout au long de sa carrière? C'est-à-dire qu'à certains moments, est-ce que l'histoire, le destin, la force des choses a basculé pour lui donner l'avantage? Que pensez-vous de cette notion de chance, de fortune? Elle est très relative, incontestablement. Naturellement, j'aurais tendance à dire, et pas seulement pour Napoléon, que la chance, elle va à ceux qui savent la provoquer. Et de ce point de vue, encore une fois, le volontarisme, le caractère systématique des démarches napoléoniennes font que quand on est à la limite de la réussite, et ben c'est celui qui est dans cette démarche extrêmement dynamique, finalement, qui a la chance, entre guillemets pour le coup, qui lui permet de l'emporter sur celui d'en face. Mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et s'il y a un caractère génial chez Napoléon, c'est vraiment dans cet alliage d'une très très grande force de travail et d'un volontarisme extrêmement fort. D'accord, oui, donc il n'y a pas de côté il science force la infuse. chance, entre guillemets. Voilà. Oui, il force la chance, mais il n'y a pas de science infuse. C'est-à-dire que le savoir qu'il a, c'est du travail. Je Ah voudrais oui, qu'on incontestablement. qu'on revienne sur aussi une des erreurs de Napoléon, parce qu'on parle souvent du côté glorieux. Certains évoquent le mariage autrichien en expliquant que le renversement d'alliance
au siècle précédent n'avait pas été forcément opportun et positif pour le royaume de France, sans compter que le souvenir d'une archiduchesse autrichienne rappelait le mauvais, entre guillemets, un souvenir de Marie-Antoinette. Et alors, nous, on connaît la suite de l'histoire, mais Napoléon, il faut se baser en 1809-1810. Napoléon ne connaît pas la suite de l'histoire, mais sur le temps long, alors même s'il est court, mais donc sur le temps des années post-mariage autrichien, l'Empire d'Autriche ne va pas jouer le rôle d'allié ni même de modérateur. Mais si on se replace en 1809-1810, quand Napoléon hésite avec une princesse allemande ou une des sœurs d'Alexandre, vraiment dans le contexte, est-ce que la position de Fouché, par exemple, qui s'est positionné contre le mariage autrichien, est-ce qu'il n'avait pas raison, en fait, les proches de Napoléon qui étaient contre ce mariage? Non, je ne suis pas certain. Là où le mariage autrichien est très cohérent, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans la géopolitique du temps. Le problème fondamental de Napoléon, 1809, mais ça n'est pas qu'en 1809, c'est finalement l'obstination de la Grande-Bretagne à réarmer un certain nombre de puissances européennes contre la France. Et donc, le mariage, il est guidé d'abord par l'idée, finalement, d'avoir une alliance de puissances qui puisse stabiliser la situation géopolitique européenne. L'Autriche, avec le passé de la famille Habsbourg, le passé, j'allais dire, en tant que famille gouvernante en Europe et comme réseau d'influence, la position géographique de l'Autriche, et puis des logiques, j'allais dire, qui sont celles de trouver une forme là aussi de modération à l'échelle géopolitique, font que, de mon point de vue, le mariage autrichien, il est plutôt cohérent. Un mariage avec une sœur d'Alexandre fait beaucoup moins de sens par rapport au ventre mou, j'allais dire, de l'Europe, qui est l'espace germanique, et même une partie de l'Europe du Nord d'ailleurs. Quant à une princesse allemande, l'impact géopolitique n'est pas du tout le même, évidemment, que de choisir une descendante des Habsbourg. Alors, le problème, et là, vous avez raison, ou tous ceux qui l'ont pointé ont raison, c'est effectivement qu'on est malgré tout que 20 ans après le début de la Révolution, et qu'il y a le souvenir ou le poids dans les représentations du personnage de Marie-Antoinette. Et c'est là où on voit les limites, pour le coup, de Napoléon, qui est malgré tout dans une forme d'hubris, qui fait qu'il a oublié finalement l'importance de cet épisode révolutionnaire. Je pense que dans son esprit, c'est malgré tout derrière lui ou derrière la France. Voilà, les représentations dans les populations sont souvent plus complexes que ça. Quand Napoléon est en Russie, il y a le coup d'État du général Malet. Et malheureusement, pour l'Empire, pour Napoléon, là on se place d'un point de vue neutre, on prend de la hauteur, les gens ne pensent pas à Napoléon II. C'est-à-dire que Napoléon est mort, l'idée de la transmission dynastique, de la légitimité napoléonienne, elle effleure quasiment personne, parce que le général Malet, son coup d'État il échoue, mais il arrive quand même à obtenir certains avantages. Et déjà, tout le monde est en train de réfléchir à quelle alternative on pouvait mettre en place pour remplacer Napoléon. Et l'échec de Napoléon, il est peut-être aussi dans cette affaire qui n'est pas qu'anecdotique, à savoir que personne pense à l'héritier légitime du trône. Oui, alors on a beaucoup effectivement relevé cet aspect, et vous avez raison de le faire. En même temps, ça ne dure que quelques heures. Oui, oui. Donc, donc il faut aussi le replacer à l'échelle, j'allais dire, de ce moment d'égarement, disons, par rapport à ce que devrait être l'ordre dynastique. Et pour autant, évidemment, ça veut effectivement dire beaucoup de choses. Encore une fois, je pense que
le problème du régime napoléonien, de ce point de vue, et malgré les très gros efforts finalement de Napoléon pour construire cette fameuse 4e dynastie, c'est que son règne n'efface pas la séquence dans laquelle il s'inscrit. Lui concentre les pouvoirs. Et donc, tant qu'il est fort, et on voit à plusieurs moments du régime que ça tient vraiment à la personne de Napoléon, j'allais dire quasiment dès le début. La victoire de Marengo est souvent considérée comme miraculeuse, pas simplement sur le champ de bataille, qu'elle permet de rétablir un moment d'incertitude finalement sur le destin du pays qui est vraiment associé au sort des armes de Napoléon. Et pour revenir à Mallet, c'est finalement un épisode qui le montre de façon un peu plus crue que d'autres. C'est-à-dire qu'on est, encore une fois, simplement un peu plus de 20 ans après le déclenchement de la Révolution française. On est moins de 15 ans après la prise de pouvoir de Napoléon, et une grande partie de la population, et notamment tous les gens qui sont en place dans l'administration, ils se souviennent de la période précédente. Et l'épisode napoléonien, pour eux, il s'inscrit dans ce moment clé qui est le consulat, où Napoléon arrive à faire plier finalement les autres acteurs qui potentiellement auraient pu accéder au pouvoir suprême, mais par sa personnalité, par sa personne, pas forcément dans un esprit de construction monarchique. Et d'ailleurs, lui-même est très ambigu sur la construction monarchique dans cette période-là. Et il l'installe évidemment avec l'Empire, mais ça n'efface pas les souvenirs auprès des acteurs du temps. Et dans les moments de crise, j'allais dire, les réflexes ressortent. Oui. C'est là où on voit les systèmes de représentation, l'inconscient des gens, et les quelques heures où la France flotte avec l'initiative de Mallet est tout à fait parlante de ce point de vue. On va faire un léger bond dans le temps, très léger, hein, que de 3 ans. J'ai toujours considéré le vol de l'Aigle comme le plus beau référendum de l'histoire de France, en tout cas. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une belle formule. Non, c'est un moment proprement extraordinaire. Pas extraordinaire dans le sens où je veux être laudateur sur l'événement, mais c'est un événement, même si c'est effectivement un référendum dans les faits, et c'est un moment très improbable, surtout de l'histoire de France, et qui montre, là, pour le coup, une des très, très grandes réussites de Napoléon. Parce que finalement, si on essaye de rationnellement essayer de trouver des arguments pour comprendre comment ça a pu être possible, tout le travail d'influence auprès de la population, le travail de propagande qui a été fait au temps de l'Empire, fait finalement que Napoléon, pas quand il est au pouvoir, mais on n'est jamais mieux aimé finalement que quand on a quitté le pouvoir. C'est encore vrai pour les présidents de la Ve République, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, peut-être pas tous, mais une grande partie d'entre eux. Par contraste avec la pratique des Bourbons, fait que quand il débarque avec effectivement très, très peu d'hommes, il y a ce moment référendaire, comme vous le présentez, qui rend possible effectivement la remontée vers Paris, alors avec un petit peu d'habileté, on ne passe pas par la vallée du Rhône, etc. Mais quand même, effectivement, on voit une forme de choix effectivement s'imposer. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un souverain qui passe une toute petite année à l'île d'Elbe. On devait lui envoyer des subsides, les subsides ne sont pas envoyés. On parle déjà éventuellement de le déporter à Sainte-Hélène. On parle même d'assassins qui doivent être stipendiés par les Bourbons, par les Anglos, par que sais-je, pour le tuer. Napoléon revient donc en France avec à peine 1000 hommes de sa garde. Et en 3 semaines, il remonte tout le territoire national, il arrive à Paris. Et je trouve que très souvent, les gens minimisent l'exploit. Enfin, l'idée n'est pas de dire que c'est quelque chose de génial et d'être référé à napoléonien, mais c'est de se replacer dans le contexte et de comprendre que ce qui s'est passé,
comme vous l'avez dit, c'est extraordinaire, c'est même hautement improbable. Oui, complètement. C'est vraiment au sens premier extraordinaire. C'est-à-dire on est hors de ce qui ordinairement se passe et j'allais dire de ce qui devrait se passer si on était dans des logiques purement rationnelles. Donc c'est un moment effectivement, enfin, que moi aussi je considère comme tout à fait exceptionnel dans l'histoire de France et qui renvoie effectivement à, à la personnalité de Napoléon, à ce qu'il a su incarner avec une part de décalage entre ce que les gens percevaient de Napoléon à l'époque et la réalité de ce qu'il était ou de la politique qu'il a pu mettre en œuvre. Et encore une fois, par contraste avec les Bourbons, ben, il incarne finalement cet héritage de la Révolution, cette espèce de caractère fusionnel entre l'héritage administratif et philosophique ou juridique de la Révolution, et puis une forme de stabilité de la société. Et ça, ça rend possible cet exploit avec, là où il y a exploit, c'est dans le rapport de force militaire, parce que normalement, c'est strictement impossible. Et ça pose une autre question qui est celle du rapport personnel de Napoléon à l'armée dans son ensemble, qui, elle, a été encore plus façonnée par la fonction de propagande, par le caractère légendaire de son chef. Et, et encore une fois, vraiment le manque d'habileté des Bourbons à leur retour, de Louis XVIII en l'occurrence, rend possible ce retournement, Oui, oui, l'incarnation en étant évidemment née. oui, Napoléon, il dit, enfin, si Louis XVIII n'avait pas commis d'erreur, je ne serais pas revenu. Enfin, c'est intéressant aussi de savoir qu'il a aussi scié la branche sur laquelle il était assise avec des mauvais choix. Alors, vous me pardonnerez de vous poser cette question parce que c'est une question d'histoire-fiction. Alors, je ne suis pas très adepte, mais j'aimerais avoir votre avis. Aujourd'hui, il y a un consensus chez les historiens que je ne partage pas, qui se dégage pour dire que dans le cas où Napoléon aurait remporté, enfin s'il avait remporté la bataille de Waterloo contre les anglo-prussiens, de toute façon, à terme, le régime était forcément condamné. Moi, j'ai quelques réserves là-dessus. Je voudrais avoir votre question. Napoléon remporte la bataille de Waterloo, il entre à Bruxelles en vainqueur. Est-ce que forcément les coalisés auraient remis une pièce dans le jukebox pour repartir dans 2, 3, 4, 5 mois sur une nouvelle campagne militaire et est-ce que cette campagne militaire aurait été forcément perdue pour l'Empire français? Oui, alors moi je me rallierais quand même plutôt au camp majoritaire. La situation militaire aurait quand même été très compliquée, même en cas de victoire à l'issue de Waterloo, parce que même avec une victoire à Waterloo, l'outil militaire ennemi n'est pas détruit. La volonté des Alliés de se débarrasser de Napoléon est très forte en 1815 et elle est d'autant plus forte qu'ils savent désormais qu'ils sont capables de le battre. Et c'est ça qui change finalement entre 1812 et 1814. C'est que pour la première fois, Napoléon, présent en personne sur un champ de bataille, a pu être vaincu. Et quand on regarde finalement tous les paramètres qui font le rapport de force, la volonté de la Grande-Bretagne, la capacité des Alliés à réunir des troupes pour continuer la campagne, et de l'autre, parce que la campagne de 1815, même victorieuse, elle est montée quand même avec de grosses difficultés parce qu'il reconstruit une armée en moins de 3 mois. Et, et même si la question des conscriptions ou de la remobilisation, y compris de troupes étrangères, parce qu'on essaye de faire venir par exemple des Italiens dans le sud de la France pour les replacer au sein de la Grande Armée,
j'allais dire, mécaniquement, ça aurait quand même été très, très compliqué d'être suffisamment prêt sur le plan organisationnel à soutenir des campagnes longues. C'est beaucoup plus difficile pour Napoléon que ça ne l'est pour ses alliés. Après, on peut aussi légitimement penser qu'une victoire à Waterloo peut amener un changement de régime en Angleterre avec l'arrivée des libéraux. On peut aussi supposer qu'Alexandre Ier, qui était reparti en Russie, montre moins d'empressement de revenir à l'Ouest. Et puis surtout, le dernier point, le dernier facteur, c'est que durant les 20 dernières années, l'histoire de Napoléon, c'est, comme le disait Charles Péguy, alors pas sur Napoléon, mais sur l'histoire en général, Charles Péguy disait de l'histoire est le théâtre de l'imprévu. Et pendant 20 ans, Napoléon, c'est constamment l'improbable. Donc ne peut-on pas raisonnablement considérer qu'une victoire à Waterloo, bah, les Alliés se sentent quand même moins forts, et un éventuel changement de régime en Angleterre, et puis surtout le côté, alors pardon, hein, vous n'aimez pas ce mot-là, mais le côté génial de Napoléon, qui aurait été peut-être capable, comme lors de la campagne de France, avec une armée moins forte numériquement, encore une nouvelle fois capable d'accomplir des prodiges. Oui, alors, de toute façon, après l'épisode du vol de clocher en clocher, on se dit que tout est possible. En fait, si on se place dans cette perspective, on peut exclure aucune issue à la campagne de 1815. Pour le reste, alors, la question du régime en Grande-Bretagne peut éventuellement se poser. C'est évidemment un paramètre très important. Pour le reste des Alliés, je crois vraiment que 1814 a été un moment décisif qui a longtemps retenu l'ensemble des chefs d'État européens. C'est la peur de la défaite qui a mené à voir leur territoire être dépecé. En 1815, cette crainte, elle est quand même très, très peu probable. Et du coup, j'allais dire, dans l'élan du congrès de Vienne, moi, il me paraît quand même très, très cohérent qu'ils aillent jusqu'à la guerre, enfin, dans une guerre qui serait une guerre à outrance contre la France. Enfin, non, pas contre la France, justement, contre Napoléon. De mon point de vue, la seule, alors vraiment encore une fois, hein, dans une politique complètement fiction, la seule issue qui aurait été possible, c'est un Napoléon à la fin de la victoire, à la fin de la campagne victorieuse, pardon, propose de se retirer au bénéfice de son fils dans des frontières type 1792. Ça, peut-être que c'était une voie acceptable, mais je crois que la personne de Napoléon charrie à ce moment-là beaucoup trop de ressentiment pour que les Alliés jettent l'éponge. Alors j'ai encore deux questions. Une question entre guillemets actuelle, mais qui reste historique. Pour quelle raison Napoléon continue-t-il de fasciner en 2021? Bah, parce que je pense que il appartient à ces personnages, j'allais dire de l'histoire universelle, il n'y en a pas tant que ça finalement. Des personnages qui ont influencé, alors d'abord de façon aussi forte, la société dans laquelle il a vécu, la société française, mais au-delà, les sociétés européennes, et puis au-delà des frontières de l'Europe, le moment napoléonien est un moment qui impacte quand même un certain nombre d'espaces dans le monde, le continent américain au premier chef. Et donc là, on a une dimension universelle au sens géographique du personnage qui est un élément important. Et puis, il y a deux autres éléments, je pense. C'est que, alors moi, je vais revenir à mon propre parcours ou à mes propres choix, j'allais dire, en termes de champ historique. Moi, ce qui me fascine dans l'histoire des guerres, et Napoléon rejoint cette question-là, c'est qu'on est dans des moments historiques, on est dans des processus sociaux qui sont paroxysmiques et qui révèlent en fait toute une série de problématiques qui sont les problématiques des sociétés en temps ordinaire, sauf que comme on est dans un moment paroxysmique, elles sont beaucoup plus révélatrices de tous ces mécanismes. Et Napoléon, c'est vraiment ça. C'est un personnage qui pose plein de questions. Est-ce que un processus historique, c'est un processus de construction collective, ou est-ce qu'une individualité peut bouleverser le destin d'un pays? Bon,
n'y a pas tant de personnages qui posent des questions aussi fondamentales que celle-là. Et je pense que c'est ça qui fascine à travers Napoléon, au-delà, j'allais dire, du caractère génial, pour revenir à ce mot-là, sur le plan militaire ou sur le plan politique. Je pense qu'il pose, voilà, c'est un personnage qui pose des questions fondamentales. J'ai encore une dernière question. Finalement, le vaincu de Waterloo, n'est-il pas le grand gagnant de l'histoire, étant donné que, comme l'avait dit l'exceptionnel Jean Tullard, il y a plus d'un livre par jour qui se sont écrits depuis la mort de Napoléon. On continue à parler de lui en Australie, en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud, même en Russie. Est-ce que finalement, Napoléon n'est-il pas le grand gagnant? Parce que, comme vous le dites si bien, du moins, en tout cas moi je le dis, je pense qu'il fascine encore aujourd'hui et je suis intimement persuadé que dans 100 ou 200 ans, il fascinera nos arrière-petits-enfants. Oui. Du coup, j'ai perdu le fil du propos. Le départ de la question, vous pouvez me la reformuler, s'il vous Oui, plaît? c'était qu'en fait, Napoléon est le grand gagnant de l'histoire. En fait, aujourd'hui, on continue de Ah oui, parler de lui. Il y a des livres enfin, il y a un livre par jour. Enfin, ça fait 80 000 livres quand même. C'est l'homme le plus connu après Jésus. J'ai vu une étude sur Internet où il est aussi la première ou la deuxième personne la plus recherchée sur le web, sur Google. Enfin, est-ce que fondamentalement, c'est pas lui le vrai gagnant de l'histoire, nonobstant sa défaite militaire du 18 juin 1815? oui, c'est incontestablement le grand vainqueur. Alors, d'abord, il faut rendre à César, j'allais dire, ce qui appartient à César, parce qu'il a su construire sa légende. Et, et de ce point de vue, c'est vraiment dans les éléments de la très grande habileté de Napoléon, il y a cette capacité à construire son histoire au fur et à mesure où il la vit. Et puis, il y a tout un tas de ressorts en arrière-plan. Alors, il y a la question de l'universalité qu'on a évoquée précédemment. Et puis, encore une fois, je pense qu'il a, au-delà voilà, des caractéristiques particulières à Napoléon, il a aussi la chance, là pour le coup c'est de la chance, de s'inscrire dans un moment historique qui est lui-même un moment tout à fait exceptionnel. Et donc, quand on additionne les capacités propres à Napoléon, à construire, à systématiser, à être ambitieux aussi, et qu'on le replace dans un moment exceptionnel, bon, bah, ça fait effectivement de ce personnage un personnage tout à fait hors norme. Et le fait qu'il soit intemporel, c'est d'abord le fait qu'il soit hors norme. J'allais dire, la question de la durée dans le temps d'un phénomène, c'est qu'il puisse parler à des sociétés qui sont des sociétés autres que celles dans lesquelles le personnage a vécu. C'est vrai pour la littérature comme c'est vrai pour un personnage historique. Et on a, à travers Napoléon, cet élément-là, cet élément exceptionnel d'un phénomène politique dans une période, voilà, une période de très grande transformation. La question de la construction de processus de type impériaux. Et là, c'est le premier empire pour Napoléon, mais j'allais dire, ça repose des questions à plein de sociétés, que ce soit dans les périodes d'empires coloniaux, dans les périodes aujourd'hui, typiquement, quand même assez frappant de voir à quel point les Russes admirent Napoléon. Voilà, parce que ça parle aussi à leur imaginaire aujourd'hui. Et puis, le dernier élément de mon point de vue, c'est que toutes les sociétés, finalement, ont besoin d'extraordinaire et des personnages extraordinaires, au sens, encore une fois, premier du terme, il n'y en a pas beaucoup, finalement, dans l'histoire. Et ça, c'est évidemment la très grande force qui devrait, en principe, faire encore l'intemporalité pour les siècles à venir de Napoléon. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet entretien. C'est moi qui vous remercie.